Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube Inspire Potential. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'échanger avec Romain des Gaïa Méditation. On s'est rencontré avec Romain il y a à peu près un an et c'est vrai que j'ai eu tout de suite vraiment une bonne syntonie avec toi, Romain, en termes de sourire, d'énergie. C'est comme si on se connaissait déjà, hein, en quelque sorte, mais je ne connaissais pas ton travail, je ne connaissais pas que tu étais à Gaïa Méditation, qui voilà, a fait plein de choses. Et donc, à partir de là, on est resté en contact et on va organiser ensemble aussi quelque chose en présentiel. Et donc, aujourd'hui, c'était l'occasion de te faire connaître à toutes les personnes d'Inspire qui suivent ces chaînes YouTube, ces canaux, pour savoir qu'est-ce que tu fais et aussi à la fin, hein, nous faire un petit exercice parce que nous sommes aussi des pratiquants dans cette belle équipe sur cette chaîne YouTube. Donc, Romain, si tu veux, tu peux te présenter. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Léo, merci Elise qui n'est pas là ce soir pour cette invitation. Bonjour à toute la communauté d'Inspire Potential. Et là, tu as très bien décrit notre rencontre il y a à peu près un an. Et il faut savoir quand même que moi, je te connaissais déjà un petit peu à travers donc justement toutes les vidéos de respiration. Je te suivais déjà. Et effectivement, du coup, pour moi, c'était un petit peu comme si je te connaissais déjà un peu. Effectivement. Alors du coup, c'est vrai qu'on s'est rencontrés lors de l'événement il y a à peu près un an. Et c'est vrai que ça a tout de suite matché. Moi, je m'en doutais de toute façon avec la belle énergie que vous avez tous les deux sur la chaîne et toutes vos vidéos qui m'apportent d'ailleurs beaucoup au quotidien. La respiration que j'aime beaucoup pratiquer également, le Wim Hof, etc. Et c'est vrai que ça a tout de suite matché. Et comme tu l'as dit, voilà, je suis Romain. Pour les gens qui ne me connaissent pas, et je suis cofondateur de la chaîne Gaïa Méditation, une chaîne que j'anime avec mes quatre frères. Et oui, on est cinq frères au total, une fratrie de cinq. Moi-même, je suis triplé. Et donc, ça peut arriver, hein, parce qu'il y a des personnes qui m'écrivent par rapport à des vidéos que mes frères ont fait en posant des questions. Et donc, ça peut arriver de temps en temps de confondre parce que, effectivement, on se ressemble. Euh, on est plusieurs à avoir le crâne rasé comme ça. Et donc, ouais, sur la chaîne, on présente beaucoup de choses, des méditations guidées, de la méditation, beaucoup de musique pour la relaxation avec des fréquences bien particulières, la sonothérapie. Moi-même, j'anime justement toute une partie liée à ce qu'on appelle communément le voyage astral ou la sortie hors du corps. Voilà, des expressions très proches. Le rêve lucide aussi, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Je suis formateur donc de tous ces phénomènes qu'on appelle aujourd'hui, qu'on regroupe sous le terme chapeau la phase, l'état de phase, voilà, un état aujourd'hui reconnu de la communauté scientifique. Et à côté, je suis aussi praticien en hypnose transpersonnelle, l'hypnose transpersonnelle de Séverine Barbier, qui est une hypnose spirituelle, une hypnose régressive, où on va explorer des vies antérieures, des vies parallèles, des vies imbriquées, et également explorer certains blocages d'ordre transgénérationnel et faire des libérations, d'attachement, d'entité. Enfin, c'est une hypnose vraiment très complexe, très complète, j'allais dire très complexe, mais aussi surtout très complète. Et, euh, et derrière, ça va aider à provoquer des transformations profondes. Et donc voilà un petit peu tout ce que je fais globalement. Je chante aussi beaucoup. Donc sur la chaîne, on peut trouver des mantras avec mes frères triplés. Et d'ailleurs, il y aura un peu de tout ça, hein, tout ce cocktail justement lors de l'événement qu'on fera ensemble avec Léo et Élise très prochainement. On pourra en parler à la fin de l'émission, peut-être Léo? Tout à fait, tout à fait. Oui. Déjà, merci pour cette présentation. Alors, j'ai vu que grâce à toi, je découvre des nouvelles pratiques que je ne connais pas. Et je suis curieux d'en savoir plus parce que nous avons échangé ensemble, mais je n'ai pas encore tous les éléments. J'ai aussi suivi une bonne partie de ta formation sur les voyages astrales, avec quelques résultats. Mais voilà, mon hygiène de sommeil étant très, très différent, je dors peu, je dors beaucoup. Je ne suis pas arrivé vraiment à concrétiser des résultats, mais je suis resté passionné par cet axe de travail par rapport à la conscience et comment justement mettre en action
et aligner corps et mental, parce qu'avec la méthode Wim Hof et les techniques que je pratique, c'est aussi quelque chose que je fais, de pouvoir travailler par les mentales sur le corps. Et toi, tu en parlais par rapport à ta guérison et d'autres choses. Et donc, peut-être, tu peux commencer déjà à nous parler un petit peu de ça. Qu'est-ce que c'est, comment tu l'utilises, pourquoi ça serait intéressant de connaître ces Ouais. outils pour quelqu'un qui ne les connaît pas. Non, voilà, moi, je présente des outils qui sont la méthode Wim Hof, la respiration, les mouvements, les yogas et tout ça. Mais ça, c'est un autre outil que toi, tu utilises et je ne connaissais pas. Donc, si tu peux Ouais. me dire un peu pourquoi. Effectivement, ouais. Alors, j'ai parlé de voyage astral, j'ai parlé de sortir du corps, de rêve lucide. Toutes ces expériences qui, il y a encore quelques années, hein, on peut le dire, auraient pu paraître assez perchées pour beaucoup de personnes, pour la plupart des personnes. Et aujourd'hui, en si peu de temps, c'est un phénomène qui est reconnu de la communauté scientifique. Hein. Ils appellent ça l'état de phase. Ça va faire maintenant presque 2-3 ans que c'est l'expression utilisée dans les articles, dans les revues scientifiques. Et du coup, derrière, pourquoi c'est aujourd'hui reconnu? Pendant longtemps, on a dit que c'était quelque chose d'assez perché parce que rien que de parler de sortir du corps, on va parler du fait que soi-même, ou beaucoup ont considéré que c'était l'âme qui sortait du corps et que derrière, on allait explorer des choses, faire des voyages astraux, justement, des explorations. Et chez certains, bon, c'était quelque chose de totalement inenvisageable de perché. Aujourd'hui, on en connaît plus parce que justement, il y a des personnes, des chercheurs qui se sont penchés sur le sujet, tout simplement parce que ces témoignages sont très récurrents, non seulement aujourd'hui, dans cette époque contemporaine, à travers le monde, mais également à travers le monde depuis très très longtemps, des centaines, voire même des milliers d'années. On retrouve des traces déjà même à l'Égypte ancienne, dans la Grèce antique également, avec l'école des mystères, les mystères d'Éleusis, où ces pratiques étaient déjà utilisées. Et aujourd'hui, on sait par les études scientifiques, justement, avec différents outils, qu'on entre littéralement dans des états modifiés de conscience, ou je dirais même plutôt un état expansé de conscience. Donc ça, c'est la première compréhension. Après, chacun va avoir des avis différents sur ce qui se passe réellement. Est-ce qu'on est une part de nous est en train de quitter un corps ou pas? Et ça a donné la naissance à cette expression sortir du corps parce qu'au début de l'expérience, quand on la vit, bien souvent aux abords du sommeil, hein, on est entre l'éveil et le sommeil, on a cette sensation, dans 80% des cas, de séparation, de se séparer du corps, d'un corps du moins, du corps physique. Et du coup, pendant longtemps, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont mis en garde justement par rapport à ces pratiques, disant que si on s'éloignait trop ou si quelqu'un venait perturber l'équilibre et nous couper ce fameux cordon d'argent qui nous reliait soi-disant à notre enveloppe de chair, on pouvait y rester et mourir. Aujourd'hui, personne n'ayant vécu l'expérience n'est revenu pour justement derrière dire on m'a coupé le cordon d'argent et du coup, je suis mort parce que sinon, ça se saurait. Voilà. On compte, voilà, moi et mes confrères, des milliers de personnes, d'expérimenteurs aujourd'hui, d'expérienceurs, on appelle ça les expérienceurs, et il n'y a pas de problème quelconque par rapport à ça, parce que c'est un état expansé de conscience, au même titre que l'est la méditation, que les états méditatifs en méditation ou en respiration hein, également. Hein, j'imagine qu'avec toutes les respirations que tu connais, toutes ces respirations aident à transiter d'un état de conscience à un autre. Oui, tout à fait. Bah, en fait, justement, cet état des consciences, on peut l'appeler modifié ou surconscience ou subconscience, en tout cas où on change les ondes cérébrales, au moins, voilà, une explication simple de la chose, mais bien sûr que c'est plus complexe que ça. On les vit beaucoup avec des pratiques comme la respiration, mais aussi dans l'effroi. Et des fois, effectivement, on a la sensation qu'il y a plus d'espace, moins de poids, moins de gravité, qu'il y a les temps aussi, on les vit différemment. Donc finalement, cette conscience détermine notre expérience dans le monde réel, dans l'espace-temps. Et ça, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment les études scientifiques sous la physique quantique parlent exactement de ça. Et ils commencent à parler des consciences, des modifications de l'espace-temps, et ils font les liens avec la relativité d'Einstein. Donc, il y a beaucoup de choses très, très intéressantes scientifiquement pour expliquer aussi des choses qui avant étaient plutôt de l'ordre de la tradition ancienne, ou voilà, on peut l'appeler de l'énergétique, ou voilà, comme vous voulez l'appeler, mais ce n'était pas scientifique. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de ponts, et dans la respiration, moi-même, je l'ai vécu plusieurs fois, ces états de conscience modifiés qui sont propices
hein, parce qu'on y va progressivement avec des techniques. On ne fait pas non plus n'importe quoi et ne sont pas provoqués par l'extérieur. Donc, on ne subit pas ça. C'est nous qui sommes capables de se mettre là-dedans. Et ça, c'est, je pense, une différence importante parce qu'effectivement, si peut-être tu peux me corriger, mais si on sortait de cette conscience par une intervention extérieure, peut-être qu'il faudrait voir comment. Par exemple, si quelqu'un nous aide, c'est un thérapeute, peut-être c'est bien, mais si c'est un accident, et parce qu'on tombe, alors peut-être c'est moins propice. Donc je pense qu'il faut aussi faire la différenciation entre comment on y arrive et est-ce qu'on a créé un chemin pour le faire. C'est ça. Effectivement, tu l'as très bien dit. Aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un état justement qui va permettre de dresser le pont, enfin, toute l'approche scientifique, du moins sur le sujet, permet aujourd'hui de dresser le pont entre ce qui était associé à de l'ésotérisme, à de la spiritualité, voilà, et aujourd'hui, ce qu'on en sait du phénomène qui est un état expansé de conscience. Tu as parlé des états de conscience, c'est une forme de supraconscience. Littéralement, ce qui se passe, tu l'as très bien dit, l'approche scientifique, c'est que, bien sûr, il y a la matière, cette forme d'énergie condensée. Aujourd'hui, voilà, on a pensé pendant longtemps que tout ce qu'il y avait à l'extérieur, c'était 99,9999% de vide. Et aujourd'hui, on sait que c'est de l'énergie. Et cette énergie, elle constitue tout le vivant, elle constitue tout ce qu'il y a. Et nous-mêmes, on est constitués de cette énergie. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a cette matière, et quand on plonge dans des états modifiés de conscience comme l'état θ, par exemple, j'imagine que toi, tu connais bien aussi, cet état cérébral, quand on descend les ondes cérébrales progressivement, qui est associé, si on compare au sommeil, à un sommeil déjà proche du sommeil profond, hein, c'est l'état hypnotique, c'est l'état de l'imaginaire, cet état où justement, on ne ressent plus, quand on est en méditation, on ne ressent plus vraiment, on ne porte plus attention du moins à notre enveloppe physique, à notre enveloppe de chair, et on porte beaucoup plus à une attention particulière à cet état conscient de l'espace qui nous entoure, de tout ce qui nous entoure, sans avoir justement ces gènes-là. Et il se passe quelque chose de très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on devient plus onde plutôt que matière. Et on rentre littéralement dans le royaume du quantique, dans ce champ quantique, ce champ unifié, ce champ d'information dont parlent très bien les physiciens aujourd'hui. Et dans ce champ, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va avoir accès à toute cette ressource énergétique, les 99,999% d'énergie, de l'information également qui va nous aider. Tu me demandais les différentes applications, des informations qui peuvent nous aider dans notre vie actuelle. Tu parlais du conscient, du subconscient. Les portes du subconscient s'ouvrent et on a accès au programme, on va pouvoir le reprogrammer. On va pouvoir agir à différents niveaux. Tu l'as parlé, moi, effectivement, dans la formation, j'en parle. Mais on peut agir d'un point de vue physiologique sur notre être, sur notre physiologie, tout simplement parce qu'on va actionner l'effet placebo. L'effet placebo lié au pouvoir de nos pensées, mais au pouvoir de nos croyances même. Et dans cet état expansé de conscience, littéralement, le cerveau ne va pas faire la différence entre la réalité qui est vécue intérieurement et la réalité extérieure. Je dirais même que cette réalité vécue intérieurement devient beaucoup plus forte et beaucoup plus présente, que se déclenche toute une cascade de neurotransmetteurs dans le corps et qui vient installer toute une nouvelle biochimie. Et on va pouvoir actionner des processus épigénétiques derrière qui vont nous permettre de changer l'expression de nos gènes, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose qui peut être puissant. Parfait. J'ai étudié sur l'allergie, par exemple. Voilà, et je te laisse ensuite aussi nous dire ça, c'est très bien. Mais pour donner aux références par rapport à tout ça, si les gens sont intéressés, et tu pourras en ajouter si tu en as d'autres, mais par exemple, Joe Dispenza, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec la science et ces techniques de méditation, qui c'est pas que de la méditation, mais c'est sûr que dans la méthode Wim Hof, il y a en partie de ça aussi, parce que le troisième pilier de la méthode Wim Hof, c'est notre attitude mentale, les mentales, la méditation, la gestion du stress, et il y a plein de choses dedans qu'on couple avec des techniques de respiration pour une intention spécifique pour modifier les corps, ou alors activer les corps. Et on les voit très clairement qu'on ne va pas vivre la même expérience si on a un type d'attitude mentale ou un autre, par exemple avec l'effroi. Si on est confiant, ce n'est pas la même chose que si on a peur. Les corps ne chauffent pas de la même façon, et pourtant on a les mêmes corps, c'est les mêmes froids. Donc qu'est-ce qui change? Juste l'attitude mentale. Alors qu'est-ce qu'est l'attitude mentale? Donc sur ça,
La méthode Wim Hof travaille bien sûr, mais il y a en fait beaucoup des pratiques et techniques qui travaillent sur ça. Joe Dispenza l'explique bien, si quelqu'un est intéressé aussi. C'est vrai que lui, il a une approche bien scientifique. Bruce Lipton aussi, les pères de l'épigénétique dont tu parlais, c'est super. Et par exemple, les ondes cérébrales, dans la méthode Wim Hof, quand on fait la respiration Wim Hof, on passe très très souvent du bêta classique, que c'est en bêta, ça veut dire les cerveaux rationnels, les cortex préfrontal qui est activé, qui calcule, analyse, à alpha, première étape, donc on est en méditatif, presque d'endormissement, et puis tu disais les θ, donc comme si on dormait, des fois, très souvent les personnes me disent, c'est comme si j'ai rêvé, mais je rêvais pas, parce que j'ai écouté. Et en fait, c'est cet état-là, et puis bien sûr, on a des états plus profonds, comme les deltas, ou alors des états encore différents, comme les gamma. Alors, j'avais une question, et puis tu pourras nous donner l'anecdote de l'allergie, comment tu t'es soigné de l'allergie. Moi, je l'ai fait par les techniques de respiration, donc c'était une approche différente. Est-ce que tu connais l'état vibratoire, la fréquence Hertz qu'on a au niveau de la conscience quand on fait des voyages astrales? Alors du coup, ouais, c'est très intéressant. Je vais pouvoir parler de l'état cérébral au niveau des ondes cérébrales, ce qui va se passer. Effectivement, j'ai parlé de l'état θ. Là, tu l'as très bien dit, entre la respiration Wim Hof, Joe Dispenza, toutes les méditations. Pour moi, c'est vraiment, tout est dans une continuité. Mais vraiment, il n'y a pas de vraie frontière immédiate entre tout ça. Parce que des fois, l'un peut rejoindre l'autre. Il y a des personnes qui, en pleine séance chamanique, par exemple, vont faire des voyages chamaniques. Et ces voyages chamaniques d'exploration de conscience vont transiter dans une sortie hors du corps. Et en fait, la nuance, pour moi, c'est tout simplement que ces phénomènes-là dont je parle se produisent aux abords du sommeil. Ça, c'est vraiment la principale différence, parce qu'en général, la méthode Wim Hof, tu vas la faire quand tu es bien réveillé, enfin le matin, par exemple, ou en pleine journée, ou avant de dormir, mais pas pendant que, en soi-disant, tu es en train de dormir. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et donc, l'avantage qu'il y a dans cette pratique, c'est que lui, le corps, sort d'un état de sommeil, par exemple. Au moment d'un réveil en plein milieu de la nuit, on parle ensuite d'images hypnopompiques qui surgissent. Et le chemin pour rentrer dans ce sommeil paradoxal, l'état physiologique nécessaire pour expérimenter la phase, est très, très court. On se réveille la nuit, on se rendort en quelques secondes, par exemple. Et l'avantage que ça, c'est que le corps, lui, est endormi très rapidement. Et le corps étant totalement endormi, ça permet d'accentuer le fait, quand la conscience émerge justement, de se sentir totalement dissocié de cette enveloppe de chair. Et on est pleinement dans l'expérience de l'onde, tu vois, de la connexion à tout ce champ d'information. Donc l'état cérébral, on est plongé en état delta quand on est dans le sommeil profond. On réémerge avec le sommeil paradoxal dans les cycles du sommeil. Tu sais, souvent en fin de cycle, ce fin de cycle d'1 heure et demie, et on arrive avec des ondes θ prédominantes. Hein. Bien sûr, on a un petit peu de tout, mais des ondes θ prédominantes. Et qu'est-ce qui se passe au moment justement où on va avancer, on va approcher de la phase, expérimenter cet état vibratoire? On remarque au niveau du néocortex, au niveau du lobe frontal, on va remarquer une émergence d'ondes gamma, mais même au-delà du gamma, gamma 40 Hz. Et là, on observe vraiment, même comme Joe Dispenza l'explique dans ses webinaires, dans ses séminaires, des fréquences qui vont dépasser les 200 Hz et encore plus. On va aller encore beaucoup plus loin. Et, cette activité accrue qui correspond en neurosciences à des états d'illumination. Tu vois, quand on observe un moine méditant qui rentre dans cet état d'éveil, on peut l'appeler l'extase, les états d'illumination, avec un afflux d'énergie puissant qui arrive, on remarque ces ondes ultra élevées. Et une chose que je peux ajouter par rapport à ça, parce que des fois, ça peut faire un peu peur ou bizarre de sentir les mots illumination, parce que ça nous semble vraiment hors portée par rapport à notre vie quotidienne, c'est que dans les yogas, ils décrivaient des états de petites illuminations, les petits samadhis. Donc, c'est une différence entre attendre l'illumination de ces messieurs-là, y arriver totalement, ou avoir des moments où une partie de nous, surtout dans les corps, certains endroits dans les corps, en cet état-là. Et en fait, dans la respiration Wim Hof, des fois, on a des états de béatitude, c'est des petits samadhis, c'est des petits moments où on a une partie de nous qui atteint cet état-là. Et même l'ivresse de l'apnée, ça pourrait être en quelque sorte connecté à ça. C'est vrai que les souffles et la pause du souffle, donc l'apnée nous porte à ça. Et donc, c'est que, voilà, tu voulais dire, je pense que c'est ça, et je voulais l'ajouter parce que
ça pourrait sembler sinon vraiment hors portée, mais ce n'est pas quelque chose de total et définitif. C'est ça, exactement. C'est pas quelque chose de total et définitif. C'est un état qui peut durer, effectivement, qui peut durer parfois plusieurs heures quand on est habitué. Après, quand on n'est pas habitué, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, quelque chose qui nous accompagne et qui, quelque part, va nous permettre de changer certaines choses dans notre vie. Quelque part, on parle même dans ce genre d'expérience, des fois, de petite mort, qui est une forme de petite mort de l'ego, une part de nous qui change. Tout simplement par rapport au fait, par exemple, qu'à un moment donné, on est cette conception de la vie très matérielle, très liée au physique, et d'un seul coup, on fait une expérience tout autre. Cette expérience où on a l'impression de vivre une expérience sensorielle complète, mais sans nos sens d'ordre tridimensionnel. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais finalement, on n'est pas que matière, on est aussi autre chose. Donc, c'est quelque chose d'assez transcendant. Et surtout, ce qui est super intéressant par rapport à tout ça, tout à l'heure, tu le disais, au niveau de l'imagerie cérébrale, qu'est-ce qui se passe? On remarque vraiment une activité vraiment très forte au niveau du lobe frontal. Ça correspond aussi à une activité avec la glande pinéale, la glande qui est cette glande endocrine qui est située au niveau du troisième ventricule, derrière, au niveau du cerveau. Et du coup, cette glande qui va permettre de réguler justement la libération de neurotransmetteurs tels que la sérotonine qui réagit à la lumière, la luminosité, la lumière du soleil. Et le matin, la lumière arrive. On reçoit ce signal au niveau du nerf optique, c'est envoyé juste, toute l'information est traitée, et une libération de sérotonine nous met en activité. Et en revanche, dès que la luminosité descend, c'est la mélatonine qui prend le dessus, et derrière, on a besoin justement de cette présence quand on vit l'expérience de mélatonine. Cette mélatonine, très bien, voilà. Comme ça explique aussi pourquoi moi je porte des lunettes, des biohackings rouges les soirs, Ouais. justement pour ne pas perturber l'équilibre sérotonine-dopamine qui influence d'ailleurs aussi la glande pinéale parce que c'est un piézoélectrique. Donc voilà, pour faire le lien avec les biohacking, tout ça, pour en fait faire des liens entre les choses. Voilà. Totalement, ouais. Tu l'as bien dit, oui, c'est pour pas perturber les rythmes circadiens que tu portes ces lunettes, j'imagine, tout ça. Tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, cette mélatonine, on a remarqué aujourd'hui, et là, Joe Dispenza aussi le dit très bien, tu vois, c'est que cette mélatonine va subir plusieurs altérations, dont on va retrouver la molécule, la DMT, la diméthyltryptamine, qu'on retrouve justement, qui est un hallucinogène ultra puissant, qu'on va retrouver dans différentes plantes également, et qui va provoquer justement ces visions profondes. Et ça, c'est endogène. Voilà. C'est-à-dire que c'est produit naturellement dans le cerveau avec des quantités justes et proportionnées à nous-mêmes. C'est ça, également. Pourquoi un état de bien-être derrière? C'est qu'on va aussi retrouver derrière on va retrouver des dérivés, donc la mélatonine va subir des altérations, et on va retrouver des molécules qui correspondent aux benzodiazépines, mais naturelles, encore une fois. Donc, antidépresseurs, tout ça, et beaucoup de molécules, voilà, plusieurs molécules en anti-neurodégénérateurs, voilà, anti-vieillissement. Il y a tout un cocktail chimique qui se produit, notamment aussi une libération donc dans la communication de la glande pinéale avec la glande pituitaire, hein, voilà, pareil, en avant. On va retrouver aussi l'information générée de l'ocytocine va augmenter, les taux d'ocytocine, que tu connais bien aussi, augmentent. Ça envoie aussi l'information d'envoyer de l'oxyde nitrique vasodilatateur, très utile dans la respiration, qu'on retrouve dans la respiration, hein, notamment quand on a le nez bouché. Voilà, c'est deux circuits parallèles d'oxyde nitrique, celui des voies respiratoires et celui du cardiovasculaire, mais c'est la même molécule, et c'est une molécule miracle. Elle a gagné les prix de l'année, je ne me rappelle plus en quelle année, une molécule miracle. Ouais. Et donc, justement, tu l'as parlé au niveau du cœur, une grande ouverture du cœur. Et cette ouverture du cœur, l'influx sanguin arrive, l'énergie qui est stockée, justement, on parle des centres inférieurs. On pourrait parler, donc, si on veut le ramener à l'anatomie, donc aux différentes glandes, les surrénales, etc. Quand on est dans un état de stress élevé, dans du haut bêta, justement, au niveau des ondes cérébrales, constant, où on a l'impression qu'on est constamment en mode danger, il faut se battre ou fuir. Et justement, toute cette énergie qui était utilisée constamment juste pour notre survie, entre guillemets, on va pouvoir enfin l'utiliser pour
créer d'autres choses, du moins au niveau quantique. Je ne rentre pas trop dans les détails là-dessus, mais pour rester donc juste dans l'explication d'ordre scientifique, on arrive à observer une libération d'énergie et cette énergie va remonter justement et enfin interagir avec la glande pinéale. Et ce qui est intéressant, tout à l'heure, tu as parlé du fait de vivre la différence entre choisir de vivre l'expérience délibérément et de ne pas la vivre délibérément. Et quand on ne la vit pas délibérément, c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai décidé, depuis un moment maintenant, d'être formateur, de l'enseigner aux personnes qui sont intéressées. Bien sûr, je ne suis pas là à encourager les personnes à vivre l'expérience à tout prix, mais surtout déjà en premier lieu, de m'intéresser aux personnes qui ont déjà vécu des phénomènes proches, comme la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil qui est un état de sortir du corps non abouti. En gros, c'est peut-être arrivé à certains d'entre vous parce que 30% de la population mondiale l'a vécu au moins une fois. On se réveille, par exemple, ou au moment de l'endormissement, ça arrive aussi, mais on se sent totalement paralysé, impossible de bouger un seul muscle, et pourtant on est bien conscient. Dans ces moments-là, par moments, on a des visions qui surgissent d'êtres qu'on appelle les intrus ou des incubes, des esprits. On dit, il y avait une ombre au bord du lit, aux abords du lit, etc. Bien sûr, ça peut paraître fou, mais disons que si on s'en fait juste à des témoignages, sans parler si c'est réel ou pas, ces témoignages sont courants. Au moins 30% de la population décrivent l'avoir vécu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a cette sensation justement de ne plus pouvoir bouger, d'être emprisonné. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on est aux abords du sommeil paradoxal. Et dans le sommeil, il y a des mécanismes naturels, une information qui est véhiculée aux cellules de la moelle épinière pour dire au corps de rester immobile pendant le sommeil. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On a des crises de somnambulisme. Et au moment d'ouvrir une fenêtre, si on est dans notre rêve et de passer à travers la fenêtre, ça peut être dangereux. Donc, cette information, elle est à la base totalement normale. Elle est envoyée aux cellules de la moelle épinière pour dire au corps de rester immobile. Ça va permettre aussi au corps de se régénérer, tous les mécanismes de réparation, le système nerveux autonome, le système nerveux parasympathique, justement, est en marche, la pédale de frein de l'organisme. Et du coup, derrière, quand l'expérience de paralysie du sommeil arrive, beaucoup de personnes ne savent pas comment faire. Il y a des personnes à une certaine époque, j'ai des confrères qui allaient voir des psychiatres, les parents leur emmenaient voir des psychiatres parce qu'ils disaient qu'ils étaient totalement fous, etc. Et ensuite, on retrouve donc dans les différentes expériences, donc après avoir justement réussi à pratiquer certaines techniques que j'enseigne, qui ne sont pas difficiles finalement à mettre en place, mais qui demandent quand même, comme tu le disais, d'avoir pendant un moment du moins un sommeil assez régulier, de rééquilibrer les rythmes circadiens, etc. Et bien derrière, on va pouvoir désamorcer ça en vivant un voyage qui va être totalement merveilleux, justement une exploration qui peut nous changer, vivre des rêves lucides, des rêves dont on est conscient en plein rêve, etc. Et dans les autres expériences non délibérées, ça va être un accident, tu en as parlé. On peut avoir un accident et d'un seul coup vivre ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. L'expérience de mort imminente, c'est pareil, une forme de dissociation où la personne, enfin du moins la conscience reste totalement présente et le corps, lui, peut être en état de réanimation dans un coma. Voilà, même on a mesuré l'arrêt cardiaque, par exemple, chez certaines personnes, et ces personnes ont réussi à rapporter tout ce qui se passait dans la salle d'opération. Du coup, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au fait que, bien sûr, c'est une explication qui, même si elle est subjective parce que c'est la mienne, elle concorde aussi avec l'explication de plusieurs personnes dans la communauté scientifique. C'est qu'avant de se dire que le cerveau génère la conscience, crée la conscience, en fait, si on reprend cette explication que 99,999% est de l'énergie et que cette partie-là physique est de l'énergie condensée, notre conscience est aussi à l'extérieur, elle n'est pas que dans le corps. C'est-à-dire qu'on a une conscience extraneuronale. Et quand on entre dans ce phénomène, cette sensation de sortir du corps, on expérimente bien souvent des vibrations, par exemple, soit dans la tête ou dans le corps, c'est un changement de fréquence. On passe de l'état lié à la fréquence du corps, cette fréquence plus basse, plus densifiée, à une fréquence plus élevée qui nous emmène à un autre point de conscience. Donc, on n'est pas en train de sortir du corps, on se connecte à un autre point de notre conscience. Un peu comme si on avait un gros spot lumineux qui, d'un coup, éclairait que notre corps et d'un seul coup, il éclaire tout le reste.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est comme Voilà. si au niveau de la radio, une fois on le faisait dans les voitures, maintenant on ne le fait plus, mais on Mm. changeait en fait la fréquence. C'est Et ça. c'est justement hier, j'ai écouté une conférence d'un scientifique renommé et qui disait chercher la conscience dans les cerveaux, c'est comme chercher la musique dans la radio. Ouais, Bah, c'est si ça. on ouvre la radio, on trouve plein de morceaux, mais on ne va pas trouver la musique. Et c'est un peu pareil, dans le sens où c'est plutôt de l'analogie d'un système pour recevoir et émettre. Mm. Donc, il Ouais, faut le voir un peu comme ça, peut-être. c'est ça, exactement. Et du coup, tout à l'heure, tu m'as parlé des allergies. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle un petit peu là ou Oui, ce que oui, j'avais fait. oui. Bah, tu Ouais. peux nous raconter parce que c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'allergies. Alors moi, je conseille les exercices de respiration. De toute façon, ils font pas mal. Mais c'est vrai que cette approche-là de pouvoir aussi agir sur les corps par les mentales, c'est intéressant. C'est une forme de psychosomatisation positive de quelque chose. Ou alors, tu parlais de l'effet placebo. Il faudrait changer ces noms. Parce que Oui, c'est ça. l'effet nocebo, ça veut dire la psychosomatisation du stress, tout le monde y croit. Et quand on parle d'effet placebo, ça veut dire l'action positive. Voilà. Les côtés négatifs, on y croit, les côtés positifs, non. Bon, Oui. voilà, c'est intéressant que tu puisses en parler. Et puis, peut-être de nous donner aussi un exercice pour pouvoir comprendre un peu mieux de quoi on parle. Oui, exactement. Oui, je vais donner un petit exercice pour commencer à ressentir cette partie de nous qui n'est plus matérielle, du moins, hein. Mais juste avant, mais d'ailleurs, on peut le ressentir aussi avec la respiration aussi. Donc, oui, par rapport à ça, comment j'ai procédé? Moi, en fait, comme beaucoup de personnes, hein, comme énormément de personnes, finalement, j'ai des allergies depuis l'enfance, allergique aux acariens, allergique au pollen. Et en fait, pendant des années, comme beaucoup de personnes, sans vraiment y réfléchir, parce que mes parents m'ont fait désensibiliser à un moment donné, et puis c'est revenu après plusieurs années. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit de prendre des antihistaminiques et de prendre des sprays, tu sais, pour Oui, je sais, parce que vasodilatateurs, bon, des moi, choses c'était classiques. pareil Voilà. quand j'étais petit. Voilà. Voilà. J'ai pris ça pendant des années au quotidien en me disant que c'était totalement normal, que je prendrais ça toute ma vie. Tu sais, le truc assez classique. Puis quand tu ouvres ta conscience, tu as envie d'explorer d'autres choses. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses pour m'aider? Je ne dis pas aux personnes qui nous écoutent d'arrêter les traitements et tout ça. Je dis juste, voilà, je raconte mon parcours. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé d'ailleurs à méditer longuement là-dessus. J'ai diminué justement mes prises à, allez, on va dire 5 antihistaminiques par mois. Alors j'en prenais tous les jours. Donc j'ai allié la méditation, bien sûr, ou tu vois, toutes ces méditations en état, descendre en état θ pour essayer de reprogrammer la biologie avec l'épigénétique, etc. Mais également, à côté, il y avait la respiration, hein. J'avais fait tout le programme Wim Hof, hein. J'avais suivi il y a des années de ça, justement. Et j'aurais aimé te connaître à ce moment-là parce que voilà, ça aurait été super. Et je l'avais fait justement pendant 2 mois complets, tu vois, tous les exercices, toute la pratique, les douches froides, parce que j'avais pas de bain, etc. Courir en plein hiver dehors, tout ça. Et en fait, j'avais remarqué déjà une nette amélioration. Ensuite, je me suis dit, mais il me reste pas grand-chose à franchir pour vraiment ne plus avoir des symptômes, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé en sortir du corps au fur et à mesure de mon avancée? Je le vivais depuis des années. Et puis, il y a des périodes de ma vie où j'ai vécu plus de rêves lucides, un phénomène très, très similaire. Et là, je me suis dit, ah, mais comme le cerveau, on est dans cet état cérébral où justement, typiquement, on va envoyer tout un tas un cocktail biochimique justement pour modifier la chimie du corps. Je participais à ce moment-là à des expériences justement avec mon mentor Michael Raduga, qui est un expert mondialement reconnu aussi de ce phénomène. J'étais dans son programme de recherche et on devait expérimenter justement ces effets, de donner un coup dans une porte, voir si on ressentait la douleur, etc. Donc là, l'effet, si je reprends la même sémantique, l'effet nocebo, à l'inverse du placebo. Donc voilà. Et l'idée, c'est que j'ai remarqué qu'une grande partie des personnes l'avaient ressenti pendant l'expérience, mais surtout au moment du retour et du réveil pour ceux qui l'avaient fait en rêve lucide, et ben certains avaient, à peu près 20%, avaient continué à ressentir une forme de gêne, de micro-douleur pendant quelques secondes, voire minutes. D'accord? Et ça a amené cette expérience, elle est super enrichissante parce qu'elle permet de comprendre que justement, cette expérience est tellement réelle d'un point de vue sensoriel, elle est vécue, on a l'impression littéralement de taper dans une porte, que si on peut agir dans ce sens-là, on peut agir
dans le sens opposé, donc en utilisant l'effet placebo. Donc, comment j'ai fonctionné? J'ai tout simplement fonctionné de la même manière que je fonctionnais en temps normal depuis des années, c'est-à-dire une fois dans cet état de phase, état de sortir du corps, j'ai commencé ma sortie, j'étais hors de mon corps, entre guillemets, je mets bien des guillemets, cette sensation de marcher, de sortir de ma chambre et derrière, d'émettre l'intention forte dans mon plan d'action de trouver un antihistaminique qui allait me débarrasser totalement de tous les symptômes, d'accord? De ces allergies. Et je l'ai trouvé. Alors, il y a toujours une forme d'humour quand je suis dans l'état de phase. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais moi, c'est comme ça. Mais ça correspond aussi à comment je suis. J'adore rire en général. Il a fallu que je trouve une petite sacoche qui était posée sur la table de la cuisine. Donc, je l'ouvre. Et à l'intérieur, j'en trouve une autre. Et moi, je voulais juste avoir un petit comprimé, tu vois, un truc à prendre. Et je l'ouvre. Et ensuite, il y a un zip avec un petit filet. Et à l'intérieur, je l'ai trouvé. Et l'idée, c'est que je l'ai pris et à ce moment-là, il se produit quelque chose. On commence à ressentir quelque chose. C'est toujours des ressentis, hein. Je ressens quelque chose me traverser. Et c'est le seul moment quand on vit cet épisode de manière délibérée, on va demander volontairement de revenir. Parce qu'il faut savoir qu'en général, de toute façon, c'est très dur de rester longtemps parce que c'est lié au cycle du sommeil, hein. Donc, souvent, les retours sont prématurés. On revient plus vite. Mais là, en l'occurrence, ça se trouve, ça va durer encore 1 ou 2 minutes. Et là, je demande à revenir. Je reviens et je sens que déjà au réveil, je ne sais pas si tu as connu ça, mais moi, souvent, avec l'allergie, c'est surtout au moment de m'endormir ou au réveil. Surtout au réveil, d'ailleurs. Je n'ai plus envie de me moucher. J'ai plus envie, je n'ai pas ce besoin de me moucher. Donc, très intéressant. Et je remarque que ça dure 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je me dis, mais super. Puis au bout du 5e jour, je commence à ressentir à nouveau le truc qui revient. Alors, j'ai refait l'expérience 2 fois. Et à nouveau, ça a duré à peu près 10 jours sans rien. Et légèrement, ça revenait un petit peu. Je l'ai refait une 3e fois et j'ai plus rien eu pendant 1 an et demi. Mais littéralement 1 an et demi. Donc pour moi, c'était un changement profond, sans prise d'antihistaminique, sans prise de spray pendant 1 an et demi. Et pourquoi je dis 1 an et demi? Parce qu'au bout d'1 an et demi, j'ai recommencé à avoir quelques petits symptômes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'était plus forcément lié, je me rends compte aujourd'hui, pas forcément lié au pollen ni aux acariens. Peut-être lié à d'autres choses dont j'ai développé une réponse immunitaire de type B, allergique, tu vois. Je ne sais pas trop. Donc, toujours est-il que je continue là-dessus à axer sur la méditation. Je pourrais le faire totalement en sortir du corps à chaque fois. Mais je pense que toi, c'est un petit peu pareil. J'ai envie d'être à l'écoute aussi de la raison pour laquelle je développe ce type d'allergie. Donc, je travaille sur l'alimentation, sur différents biais pour pouvoir améliorer ma condition. Ouais, non, mais c'est super. Donc déjà, c'est un super résultat parce que quand on est allergique, on sait que c'est quand même fastidieux. Moi, je l'étais pendant plusieurs années, tendance asthmatique, dans la famille et tout, et c'est quand même, c'est pas évident. Et donc, c'est un super résultat déjà juste de se dire, 1 an par les travail sur la sphère du mental, agir sur le corps. Alors après, ce que tu dis derrière, c'est très sage aussi. Ça veut dire qu'agir aussi sur la composante matière est importante parce que s'il y a un déséquilibre, on ne va pas juste l'éliminer, même si c'est super, mais c'est aussi de pouvoir comprendre comment ne pas l'avoir en faisant des bons choix dans les styles de vie. Et donc, c'est justement là, la respiration, le froid, l'alimentation, plein de choses. Donc, ça, c'est super. Ouais. Et je voulais partager qu'en fait, dans la méthode Wim Hof, il y a une technique qu'on appelle la technique anti-inflammation pour réduire l'inflammation que je partage dans mon livre, que je partage dans ma formation, qui permet justement de coupler les 2e et les 3e piliers de la méthode Wim Hof qui sont respiration et mental pour justement avoir une action spécifique sur les corps à un moment donné pour baisser l'inflammation. Et on parle surtout d'inflammation aiguë, on ne parle pas d'une inflammation chronique, mais ça veut dire qu'on va changer la réponse. Et comme tu l'as expliqué, pour plusieurs raisons, ça peut être la composante des hormones, qui est très puissante et importante dans les corps, mais ça peut être aussi une différence d'expression génétique, ce qu'on appelle aujourd'hui épigénétique, et c'est très, très scientifique. Et donc, je me rappelle les premières fois que j'ai fait ces expériences avec la méthode Wim Hof, j'avais lu
Et certaines personnes, elles avaient pu accélérer leur guérison, ça débarrassait de certaines inflammations de façon beaucoup plus rapide. Et ça me semblait incroyable. Et j'avais essayé une fois, par exemple, c'était sur une otite. Et des fois, ça m'arrivait en faisant un peu d'apnée à l'été, d'avoir ensuite une inflammation une semaine ou 10 jours à l'oreille, devoir prendre des gouttes et tout ça. Et je me rappelle très clairement me dire, maintenant, j'utilise cette technique. Et j'ai eu le titre et 20 minutes après, la technique dure 20 minutes, ce n'est plus à voir. Donc, elle avait disparu. Et pour moi, c'était juste, j'étais surpris, enthousiaste, surpris parce que l'attitude mentale elle était faite, mais je ne m'attendais pas forcément à avoir tout de suite un résultat comme ça. Ça m'avait vraiment changé la vision de cet aspect, de quelle importance il a l'attitude mentale par rapport à mon corps. Et après, bien sûr, ce que tu racontes, c'est que c'est pas non plus, même si c'est hyper incroyable et puissant, c'est pas non plus tout le temps ça marche et c'est 100%. Oui, Ouais, c'est aussi un travail. Donc, c'est d'autres ça. fois, je l'ai fait et je n'ai pas réussi. Parce que je Ouais, n'étais pas concentré, je n'étais pas dedans, ou alors j'avais un doute au départ. Et si on a un doute au départ, ça ne peut pas marcher. Donc, ça, c'est c'est un ça. petit conseil que je peux vous donner. Si vous voulez essayer, soit vous essayez, sinon vous ne les faites pas, parce que si vous les faites à moitié, ça ne va pas marcher. C'est comme dans Star Wars, soit tu les fais, soit tu ne les fais pas. Il n'y a pas Ouais, d'essai, hein, comme dit Yoda. Parce que vraiment, les doutes, ça coupe de toute capacité de pouvoir travailler dans ces sens. c'est ça. Ouais, le doute, ça stimule quoi? Ça stimule l'esprit analytique. Et l'esprit analytique, il fait que rien que ça, quand on est dans des processus justement d'amélioration physiologique, on a besoin de descendre des ondes cérébrales, de passer rien que de bêta à alpha déjà. Eh ben forcément, quand on est en mode analytique, on reste en bêta, quoi. Donc ça, c'est la chose qui est la plus difficile. Donc le doute, c'est ça. C'est est-ce que je suis en train de bien faire? Est-ce que ça, c'est bien? On est en train de de négocier avec cette voix du mental qui est là, l'esprit critique. Et tout à l'heure, ouais, tu l'as très bien Qui n'est dit, pas négatif. qui n'est pas négative, Attention, hein. l'esprit critique n'est pas négatif, Ouais, qui à ces moments-là n'est pas utile. c'est ça. L'esprit critique, il est là vraiment pour nous protéger, pour nous permettre de discerner les informations, etc., de classer aussi certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Mais effectivement, quand c'est le moment plutôt de se relaxer et qu'on n'est plus en danger, eh ben, le danger aujourd'hui dans notre société occidentale, on le maintient par les pensées qu'on entretient liées au stress, liées au travail, liées à toutes ces choses-là. Et le fait de nourrir cet état fait que on le ressent dans le corps. On le ressent par des douleurs au dos, etc., des difficultés, des symptômes qui émergent. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, plus on porte notre attention là-dessus, l'énergie va là où on porte notre attention, comme le dit très bien Joe Dispenza. Et qu'est-ce qui se passe? On va encore plus ancrer cette identification à ce corps. Et là, on a justement besoin, quand on se relaxe, de ne plus s'identifier juste à ce corps et de défaire ça. Et tout à l'heure, tu l'as bien dit, il y a des fois, c'est plus facile, des fois, ça l'est moins. Et moi, en l'occurrence, je tiens à préciser que je prends toujours plus d'antihistaminiques, mais j'ai dit que ça a duré 1 an et demi. Pourquoi? Parce que de temps en temps, j'avais remarqué que les symptômes émergeaient et un petit peu. Donc, j'ai joué sur quoi? J'ai joué sur d'autres choses. Intuitivement, je me suis penché, j'ai continué la respiration, tu vois, les respirations Wim Hof, dans des états de stress, la cohérence cardiaque, la méditation, tout ça, et aussi l'alimentation, parce que derrière, il y a aussi comme on dit, c'est comme si tu prenais ta voiture, tu roules hyper vite, tu aimes bien, dès qu'il y a un dos d'âne, tu vas toujours à fond la caisse, tu bousilles quelque chose. Et ben l'idée, tu le fais réparer. Très bien, c'est réparé. Si on ne change pas notre conduite, on va le bousiller à nouveau. Et c'est vraiment ça qui se produit, c'est rapporter aussi de la conscience dans nos actes, dans la manière dont on vit notre vie en général. Oui, oui, tout à fait. Et aussi, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as bien expliqué les phénomènes par rapport aux ondes, voilà, l'analyse rationnelle. Et Wim, il dit no minding, qui en anglais veut dire il ne faut pas réfléchir, dans le sens où, à certains moments, l'action d'analyse des réflexions n'aide pas du tout les corps à faire une action. Il faut vraiment distinguer ça. Et par exemple, dans les sports, on parle d'état de flow, où en fait on Ouais. est très haut dans l'art, hein, dans d'autres choses. Mais moi, je l'ai expérimenté quand j'étais gymnaste, avec des révolutions difficiles dans l'air, des doubles sauts en l'air, des choses comme ça. Si en fait on est dans la conscience du corps, juste la conscience du corps, donc les corps savent faire les mouvements parce qu'on l'a appris, on les fait, et souvent on les fait bien, c'est naturel et fluide. Si à un certain moment, les cerveaux s'allument,
Et moi, ça m'est arrivé des fois. Ouais. En plein air, on explose. Ça veut dire qu'on perd, d'un coup, on s'arrête en l'air, comme si. Et en fait, on tombe, on se casse. Et c'est marrant de voir ça parce que Ouais. des fois, j'étais dans l'exercice, tout allait bien. À certains moments, bam, j'ai activé les cerveaux, les mentales qui analysaient un truc et j'ai tombé, j'ai perdu l'équilibre. C'est juste, c'est immédiat. Donc, c'est ça, en fait. Et dans les bains froids, là, c'est un peu pareil. Hein. Et dans ce que tu viens de Ouais. décrire, bien sûr. Tu vois, j'ai une carrière, toi tu le sais, j'ai une carrière de chanteur à la base, hein, avec mes frères aussi, professionnels. Et derrière, c'est exactement ce que tu décris, d'arriver sur scène, si j'ai pas assez répété la chanson au niveau des paroles. Moi, c'était plus les paroles, tu vois. La mélodie, j'ai toujours été très mélodie et un peu moins texte. Ça, j'ai de l'approche plus anglo-saxonne. Et du coup, si j'avais pas assez répété ça et ancré ça comme un programme dans le subconscient, du coup, bah forcément, je le jouais plus de manière suffisamment automatique au niveau du texte. Après, l'idée, c'est de ressentir, bien sûr, tout ça. Qu'est-ce qui se passait? Il suffisait que d'un seul coup, je pense à c'est quoi le texte derrière? Et là, j'avais une impression du noir absolu, le blackout. Le blackout. Donc, voilà. Bon, mais c'est très bien. On a parlé de plein de choses et peut-être on en fera un autre par la suite. Donc, si tout cela vous intéresse, bah, écrivez vos commentaires dans la vidéo et je pourrai vous répondre. Ou alors, Romain, je lui enverrai vos questions. Partagez aussi vos expériences par rapport à ça. Et je te propose, Romain, de terminer avec une pratique Ouais. pour concrétiser tout ça, pour comprendre mieux de quoi il s'agit. Et puis, on mettra bien sûr plus d'informations, les liens vers ce que tu fais dans la vidéo si les gens veulent aller plus loin. Mais ça, c'est juste une pratique pour déjà donner un Oui, peu de contexte. exactement. Ouais, donc là, on va faire un petit exercice pratique pour pouvoir commencer à ressentir, à être moins le corps, entre guillemets, et commencer à porter une attention particulière à une autre dimension de notre être. Et d'ailleurs, il y aura aussi, pour ceux qui s'intéressent aussi, hein, lors de l'événement dont on parlera juste après, le 27-28 mai, où on vous retrouvera, chers amis d'Inspire Potential, là, il y aura une initiation justement à cette pratique un peu plus longue. Donc l'idée, c'est qu'il va falloir tout simplement se détendre. On est tous capables de faire, on va juste fermer les yeux. Déjà, fermer les yeux, ça va nous aider déjà à générer un peu plus d'ondes alpha, la pré-relaxation. Comparaison au sommeil, on rentre dans une forme de pré-somnolence. On respire par le nez. Et on expire lentement. En expirant plus longuement, on active un peu plus la pédale de frein de l'organisme. Et on accentue la relaxation. Par exemple, on inspire 3 secondes. On bloque 2 secondes. Et on relâche sur 6 secondes. On bloque 2 secondes. On inspire sur 3 secondes. On bloque 1 seconde plutôt. Et on expire 6 secondes. Bien sûr, ces durées sont plus approximatives. L'idée, c'est que vous rallongez l'expiration pour vous relaxer. Posez les 2 mains sur les cuisses si vous êtes assis. Si vous êtes allongé, vous pouvez poser également les mains soit sur le long du corps ou sur l'abdomen, comme vous préférez. Et vous allez porter une attention particulière au contact entre la paume de votre main droite, par exemple, avec votre cuisse, si vous êtes assis, ou l'autre support, si vous êtes allongé. Et maintenant, je vous invite, tout en inspirant profondément et en expirant encore plus lentement, à ressentir au même moment
que vous émettez l'intention de produire une sorte de vague avec votre main, mais sans bouger la main. Essayez de faire onduler votre main droite, sans bouger un seul muscle. Observez ce va-et-vient ondulatoire, de haut en bas, bas en haut. Peut-être observez-vous déjà ces micro-sensations. Peut-être observez-vous des fourmillements au niveau des mains. Tout à fait normal. Mettez maintenant une intention 2 fois plus forte. 2 fois plus forte. Essayez d'extraire une main dite astrale, c'est-à-dire vous connecter à cette part plus subtile de votre être, comme si vous possédiez un corps plus subtil qui se détachait de votre corps physique. Observez cette ondulation qui se fait de plus en plus forte. Cette ondulation se fait avec cet autre corps, totalement libéré, totalement détaché de cette enveloppe de chair. Et maintenant, si vous ressentez cette ondulation, même minime, même infime, je vous invite à l'intensifier. 2 fois plus grande, 3 fois plus grande, 4 fois plus grande. Plus vous vous détendez, plus cette ondulation se fait présente. Appréciez ces ondulations, cette sensation agréable qui s'ancre de plus en plus à mesure que la relaxation s'intensifie. Et maintenant, n'hésitez pas à faire onduler cette sensation de gauche à droite, toujours sans bouger un seul muscle. Tout en continuant à maintenir cette ondulation. Gardez à l'esprit que si cela se produit aux abords du sommeil et que vous approchez naturellement de cet état de phase, au moment d'un réveil ou au moment de vous endormir, à la frontière entre les deux, cette sensation peut être décuplée, tellement intense qu'elle signalera qu'un voyage merveilleux vous attend. Un voyage dont vous êtes le héros. À tout moment, si vous ressentez cet effet vestibulaire, les sensations, intensifiez-les encore plus et mettez l'intention forte de vous lever, de léviter, de vous séparer de votre corps, entre guillemets.
en roulant sur le côté, par exemple. Et tout ça sans bouger un seul muscle. Vous transiterez alors votre conscience dans cette autre réalité, cette réalité du point zéro, au potentiel infini. Vous passerez de l'espace-temps au temps-espace. En quête de votre pouvoir infini. Et maintenant, vous allez ramener ces ondulations que vous ressentez très certainement de manière intense si vous êtes suffisamment relaxé. Vous allez les diminuer petit à petit. Je vous invite à reporter une attention particulière au contact entre votre main et le support sur lequel elle repose. Observez la moiteur et la température, peut-être chaud, peut-être frais. Progressivement, je vous invite à frotter vos mains, physiquement cette fois, sur vos cuisses ou sur le support sur lequel vos mains reposent. Vous pouvez tapoter vos cuisses et quand vous le sentez, ouvrez les yeux. Welcome back. Bienvenue de retour. Voilà. Voilà un petit exercice très simple. Ce petit exercice, c'est juste pour commencer à se familiariser en fait avec une technique qui est utilisée, qu'on utilise aux abords du sommeil. C'est une technique parmi tant d'autres. Elle est utilisée au sein d'un protocole. Et cette technique, c'est la bascule du corps fantôme, tu vois. On peut ressentir. On peut ressentir une forme d'ondulation et pourtant notre main, elle bouge pas. Certains diront que peut-être que c'est l'afflux sanguin qui arrive, que l'énergie arrive. Finalement, effectivement, tout ce qui se passe d'un point de vue physiologique, c'est très intéressant à ce moment-là. Et peut-être que certains ont ressenti une micro-vibration comme ça. Peut-être que certains l'ont reçu un peu plus intense. En fait, l'idée, c'est que quand on est dans le bon état physiologique, cet état de phase, pour amorcer le voyage, cette sensation se décuple. Elle devient beaucoup plus intense par l'intention. Et c'est le signe, c'est l'un des signes qui nous montre qu'on peut entrer, enfin, justement, on peut amorcer cette sortie hors du corps, ce voyage astral. Voilà, en conscience, toujours. Merci beaucoup, Romain. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, d'ailleurs? Déjà, ma main est devenue beaucoup plus chaude, parce que comme j'ai placé mon attention à cet endroit-là, j'ai placé mon énergie, mais aussi ma circulation. Circulation du sang. Donc, c'est une technique qu'on utilise aussi dans la méthode Wim Hof, par exemple, pour chauffer les mains, de juste placer notre attention là. Wim Hof avait démontré qu'il pouvait augmenter sa température de la main, comme ça. Donc, ça, je l'ai observé. Et puis, j'avais la main droite donc, sur laquelle je me focalisais, comme si vraiment elle vibrait et comme si elle était faite d'ondes, comme si presque je voyais l'onde. Alors, imagination, fantaisie ou réalité, je ne sais pas. Mais la main gauche était matière. Elle ne bougeait pas, elle était collée à la cuisse gauche. J'ai senti vraiment qu'elle était très différente. Et des fois, j'ai perdu l'attention et la concentration sur la main droite parce que j'ai senti la main gauche très matière, très connectée à la cuisse. C'était plus simple. Pourquoi c'était plus simple? Parce que j'ai l'habitude de ressentir ma main comme ça. Et après, donc, j'ai ramené avec un effort vers la main droite pour la ressentir ondulée. Et je la sentais ondulée, c'était pas difficile. Des fois, ça me rappelle la respiration Wim Hof, on les ressent un peu picoter, frissonner. Et puis voilà, cet exercice-là, des bouger, droite-gauche, au bas, je l'ai bien senti. Et puis quand tu as demandé de pouvoir bouger sur la gauche, moi j'ai vu m'élever clairement, et je me suis vu assis comme si moi j'étais debout. Et c'est un exercice que j'ai l'habitude de faire parce que les stoïciens conseillaient de faire un exercice très similaire, c'est prendre de la hauteur. Et donc j'ai l'habitude de le faire, mais je comprends un peu plus peut-être les liens par rapport à ça.
Et ça m'a aidé de commencer par la respiration. C'est la technique que j'appelle la respiration des relaxations, que je mets dans le livre 2, dans la formation niveau 2. Et c'est très bien en fait de commencer comme ça, parce que si on passe tout de suite de notre activité quotidienne, classique, où on est en bêta, et on essaye d'observer ça, juste il n'y a rien. Je pense que cette phase des sas, où on ferme les yeux et on respire, est quand même très propice. Voilà. Sinon, les sommeils, il est fait naturellement, mais là, pour l'amener dans l'exercice, ouais, super. Bien sûr, là, on l'a fait de manière assez courte. Il y a plusieurs méthodes voilà, pour entrer via des processus méditatifs. Mais après, les méthodes les plus efficaces ne demandent pas particulièrement comme obligation de méditer, parce qu'on va vraiment utiliser comme biohacking, entre guillemets, les cycles du sommeil bien précis et ensuite certaines techniques précises. Et vraiment, derrière, effectivement, ce que tu as signalé, le fait de se voir finalement du dessus, quelque part en train de méditer assis ou autre, ça stimule ce phénomène quelque sorte d'autoscopie, justement, de cette observation de soi. Et voilà, pour les personnes que ça intéresse, vraiment l'idée de faire cette pratique-là, ça peut déjà commencer à créer un chemin justement pour vivre l'expérience de manière délibérée si on le souhaite. Voilà. Je serais curieux aussi de savoir qu'est-ce que vous avez à la maison vécu, et vous pouvez les mettre dans les commentaires pour Romain, ça peut m'intéresser aussi, et moi ça m'intéresse. Je demande toujours un feedback par rapport à mes techniques de respiration ou autres, donc c'est l'occasion. Et donc tu disais qu'on va aller un peu plus loin dans cette pratique quand on sera les 27 et les 28 mai ensemble à Versailles. C'est ça, exactement, le 27-28 mai. Alors, ce n'est pas un stage complet où on va apprendre tous les tenants et les aboutissants de la phase, mais on le sait aujourd'hui, voilà, moi, c'est par expérience. Je n'ai pas besoin de 2 jours complets, vraiment, pour déjà donner un protocole efficace pour pouvoir vivre l'expérience soi-même. En gros, on va consacrer un bon moment quand même à l'explication, une petite explication un peu théorique, comme je l'ai fait là. Mais bien sûr en plus condensé, mais surtout je vais axer sur un protocole complet qui va être vraiment accessible à tous, un protocole qui est tout récent, qui est, ça s'appelle, je ne sais pas si je donne le nom, mais ça ne va pas parler vraiment, c'est un protocole qui va faire appel à différentes sensations motrices et à la visualisation également. On va utiliser tout ça, c'est un protocole par étape. Et l'efficacité de ce protocole, c'est que dès la première nuit, donc l'événement se déroule sur 2 jours, le 27 et 28 mai, dès la nuit du 27, en gros, ceux qui le désirent pourront déjà faire leur tentative de sortir du corps. Il faut savoir que déjà avec une méthode bien connue que j'enseigne et qui vient de mon mentor notamment, cette méthode-là obtient déjà de bons taux de réussite sur des week-ends de 2 jours. En immersion, d'habitude, on peut obtenir des taux de 50%, voire parfois même 70% des personnes qui vivent déjà une expérience de phase, alors plus ou moins accomplie, c'est-à-dire une sortie complète. Certains vont avoir cette sensation de demi-décorporation, etc. Et que cette toute nouvelle méthode, avec mon confrère italien, d'ailleurs j'ai un confrère italien de la phase, justement, lui a obtenu un taux de réussite 2 fois plus élevé. Et en Russie, justement, mon mentor également un taux de réussite plus élevé. Moi, de mon côté, je l'ai mise à disposition depuis peu, donc j'ai eu des retours déjà, mais c'est difficile pour l'instant, moi, de quantifier exactement pour voir si ça confirme ce qu'a obtenu mon confrère italien et mon confrère russe. Voilà. Ah, super. Donc, et donc, voilà. je serai bien là, donc j'essayerai. Moi, de mon côté, je vais amener la respiration à cet événement. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de cet événement qu'on va faire à Versailles, 27-28 mai? Voilà. Bien sûr, donc les 27-28 mai, le week-end de la Pentecôte, ça approche, c'est dans un mois. Effectivement, on aura vraiment le plaisir d'accueillir donc Léo et Élise qui vont nous faire pratiquer, expérimenter une respiration. Ensuite, on va avoir, donc ça se déroule sur 2 journées, 2 journées complètes avec plusieurs intervenants. L'idée, c'est que vraiment tout le collectif, tout le monde puisse vivre l'expérience en commun. Il n'y aura pas un atelier d'un côté où des gens participent et un autre atelier. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde est réuni dans une grande salle et qu'on crée littéralement un grand égrégore, un égrégore puissant d'énergie, parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a plusieurs études qui le montrent, que l'effet de groupe crée vraiment une synergie qui va permettre de monter littéralement des niveaux d'énergie. Alors nous, on n'aura pas d'appareil comme Joe Dispenza pour mesurer le taux dans la salle, mais dans l'idée,
plus on va tous bénéficier de cette énergie. Donc, l'effet de groupe, hein, globalement. J'imagine que tu l'as dans les stages aussi. Hein. Absolument. Dès qu'il faut transcender le froid, j'imagine, ça, c'est quelque chose… Ça se manifeste dans plusieurs côtés, que ce soit la respiration, le froid, et les gens en témoignent constamment. Voilà. Et donc, il y aura d'autres invités. Je pense notamment donc à Jenna Blossoms, qui est coach, experte aussi en méditation. Voilà, beaucoup de sujets liés à la spiritualité, qui va faire une méditation de groupe. Ivan Skibik aussi, qui est fondateur de la chaîne YouTube éponyme. Ivan Skibik, qui lui fait des soins énergétiques, donc il va faire réaliser un soin en groupe. Donc, pareil, il y a des explications derrière. On verra ce qu'il a prévu derrière de préparer. Ivan Skibik, Stéphanie Dordain aussi, qui fait beaucoup de voyages immersifs, donc des voyages. Elle est experte aussi en hypnose également. Donc, elle va nous proposer tout un voyage. Je ne vais pas trop en dévoiler par rapport à elle parce qu'elle veut garder des surprises. Mais ça va être puissant, toujours vécu en groupe. Il y aura les sonothérapeutes Mithya Klein et Thibaut Cortade, donc avec des instruments venus tout droit d'Inde, avec des fréquences particulières. On pense au La 432 Hz notamment. Donc tout ça dans une super salle d'ailleurs au niveau de la sonorité. L'auditorium est vraiment excellent pour ça. Et là, j'invite les personnes qui sont intéressées. Hein, vous pouvez retrouver sur la chaîne des vidéos où on parle justement du pouvoir du son, pouvoir des fréquences, comment ça agit justement sur notre dimension à la fois physique, la dimension subtile, mais sur le physique, sur l'eau notamment, et on est composé en grande partie d'eau. Donc c'est très intéressant, et vous allez voir les sons, c'est des sons venus de l'espace, hein, parce qu'on n'est pas habitué à entendre tous ces sons-là. Il y aura également le médium Jean-Marie Muller, donc qui va nous proposer aussi toute une expérimentation, une expérience d'ordre chamanique. Donc voilà, si vous voulez vivre cette expérience. Et les frères, moi, qu'est-ce qu'on a à proposer? Donc, je l'ai parlé, cette initiation au voyage astral. Je vais faire également une hypnose spirituelle en groupe. L'idée, c'est de faire expérimenter à tout le monde une exploration de vie. Voilà, une vie antérieure. Encore une fois, c'est propre à chacun l'exploration qu'elle en fait. Est-ce que c'est une vie antérieure ou pas? Je ne le saurais pas. Mais l'idée, c'est d'emmener tout le monde dans cet état de transe hypnotique, de pré-guider et que chacun vive son exploration. Donc, c'est quelque chose aussi qui est puissant en groupe. Et avec les frères, on va chanter des mantras. Donc, les mantras, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc dans l'idée, c'est de prononcer des phrases avec une valeur vibratoire puissante et on peut les chanter. Et là, nous, en l'occurrence, on va les chanter. Et forcément, plus on chante ça en groupe, plus on obtient une vibration forte qui va tous nous traverser. Voilà. Un peu comme les kirtans oui, exactement. qu'on fait dans les yogas, et c'est vrai que c'est marrant. Voilà. Et mon frère Stéphane également, qui va faire une reconnexion énergétique auprès de tout le monde, une méditation également, de l'unité. Enfin voilà, il y a d'autres surprises, je ne vais pas le dévoiler, des cadeaux également, hein, des cadeaux. Chaque intervenant va proposer des cadeaux pour certaines personnes. Des jeux, il y a plein de choses. Il ne faut pas tout dire, mais voilà, déjà, ça donne envie en tout cas. Et on sera donc au Palais des Congrès de Versailles. Ouais, c'est ça, au Palais des Congrès de Versailles, proche de Paris, donc logement proche de Paris à Versailles ou dans Paris, accessible via les transports en commun facilement, en voiture également, un grand parking à côté. Et oui, pour moi, c'est une expérience qui est unique en France du moins. Et il n'y en a pas eu beaucoup qui sont vraiment axés sur de l'expérimentation avec sur 2 jours. Parce qu'on retrouve effectivement des sommets, des conférences qui sont super intéressantes, hein, voilà, auxquelles on participe, tu participes également, où on parle souvent parfois de théorie. Mais là, c'est vraiment une expérience, un week-end immersif basé vraiment sur l'expérimentation, sur l'expérience, quoi. Oui, pour moi, c'est très important de pouvoir toujours lier, en tout cas, explication, protocole, théorie et pratique. Et souvent, on a un peu la tendance à parler de la théorie et de l'explication scientifique ou même c'est passionné par rapport à ça, mais sans pratiquer derrière, ce qui est dommage, parce que finalement, on peut intégrer et avancer uniquement si on pratique en quelque sorte. C'est ça. Donc, ça va être dense. C'est un week-end très, très dense parce qu'il y aura plein de pratiques à partir de la respiration avec nous pour se mettre dans un bon état jusqu'à toutes ces expériences différentes, nouvelles, qui ouvrent aussi une autre perspective par rapport au lien à soi, au lien aux autres,
Donc, je suis vraiment content de venir avec Élise et hâte d'y être pour vivre Mm. une expérience parce que je pense que ça va être un peu unique. Mm. Voilà, comme tu dis, on ne les fait pas tous les jours, ça. Et, Ouais. et donc, voilà, merci de Ouais. ton temps, de tous ces partages dans cette vidéo qui va être très riche, je suis sûr, qui il y aura plein des commentaires, des questions. Et je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose avant d'écouter. Oui, juste oui, effectivement, bah, il y a une offre en ce moment qui est en cours quand même jusqu'au 15 mai avec 20 euros de réduction. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes, pour aider les personnes qui ont envie de bénéficier. Et donc pour tous tes abonnés, donc on fait les cadeaux justement pour tous tes abonnés d'un code Gaia50. Tu l'écriras, j'imagine, à l'écran ou en Oui, je vais les description. mettre dans les Voilà, liens qui offre dans les 50 euros. descriptifs. Voilà. Qui offre 50 euros de réduction supplémentaire, donc vraiment une réduction Ah, top. assez conséquente, Ah, c'est voilà, conséquent, ouais. pour, voilà, mais limité aux 30 premiers. Voilà, bien sûr, on ne peut pas, on est obligé de limiter ça. Bah, on va Donc, mettre tout voilà. ça dans la description de la vidéo parce que ça vaut vraiment la peine. Ouais, Voilà. c'est cool, Et l'idée, merci. c'est voilà, vraiment de passer, voilà, quand on est dans la connaissance, on est dans l'esprit, tout ça, vraiment, on lit un livre, on suit une conférence, et vraiment, bah, c'est bien derrière, comme tu l'as dit, de pouvoir enfin l'expérimenter, donc passer de la connaissance à l'expérience, et ça se fait par le corps, par la présence, et on va vivre tout ça ensemble, et ça va être magique, et je l'espère inoubliable. Top. Merci beaucoup. C'est Merci. toujours passionnant d'échanger avec toi et plein de choses à apprendre. Et ben nous, on se voit bientôt. Et puis, Ouais, voilà, all the best, comme on dit, pour tous ces réussites. Tu vas ouais. en parler un peu plus. Et puis, merci à vous de l'écoute, toutes les personnes qui ont vu la vidéo. Et j'ai hâte de lire ce que vous avez expérimenté et vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, Salut. ciao! Ciao.